C'est une histoire méconnue, qui pourtant a façonné notre monde. Une histoire de migrants et de réprouvés. L'histoire de ces millions d'Européens de langue allemande qui ont dû fuir la famine et les hivers glaciaux, les persécutions religieuses et les guerres, pour rejoindre des contrées dont ils ne savaient rien. Beaucoup d'Allemands ont perdu tout espoir d'un avenir meilleur. Et ils ont été contraints à l'exil. Dans la zone de peuplement elle-même, les migrants étaient confrontés à des défis majeurs. Une épopée qui débute en 1618 sur les bords du Rhin et qui va s'étendre sur plus de 3 siècles et sur 4 continents. Les recruteurs de migrants se faisaient concurrence dans toute l'Europe germanophone. Ils promettaient l'aventure, mais surtout une vie meilleure. C'est grâce au travail des historiennes et des historiens que nous redécouvrons les récits oubliés de ces femmes et de ces hommes. Des récits qui permettent de mettre un nom sur ces trajectoires de migrants. Beaucoup sont morts au cours du voyage. Ils se sentiront, pour beaucoup d'entre eux, très vite abandonnés. En fait, ils sont mis aux enchères. Pour le pire comme pour le meilleur, ils écrivent l'histoire de leur pays d'accueil. Au dos des carnets venus d'Allemagne figurait la devise « Souviens-toi que tu es allemand ». Ils et elles étaient des millions. Et leur histoire éclaire d'un jour nouveau notre passé. Après les pionniers du siècle précédent, les migrants germanophones sont toujours plus nombreux au cours du XVIIIe siècle. Fuyant eux aussi les guerres et la misère, ils sont paysans, missionnaires, entrepreneurs ou simples manœuvres. Leur terre promise se trouve dans les 2 Amériques et en Afrique du Nord. Tous ensemble, ils vont devoir y trouver leur place. Au milieu du XVIIIe siècle, les pays rhénans retrouvent enfin la paix après avoir été ravagés par des décennies de guerres de religion. Mais les hivers sont toujours aussi cruels, les épidémies toujours aussi meurtrières. Surtout, il y a l'injustice du système féodal qui maintient les paysans dans le servage. Comme un patron vaut toujours mieux qu'un seigneur, certains choisissent de partir travailler dans les manufactures des villes. D'autres préfèrent tenter leur chance dans les colonies. En 1750, les 13 colonies anglaises d'Amérique du Nord comptent déjà plus d'1 million d'habitants. Les populations germanophones représentent la principale minorité, avec près de 100 000 personnes, et leur nombre ne cesse d'augmenter. Les Anglais supportent de moins en moins leur présence. Ils leur reprochent leur trop grand nombre, leur sectarisme, ou encore leur promiscuité avec les peuples autochtones. Mais pour les gouverneurs et les grands propriétaires terriens, hors de question de se priver de cette main-d'œuvre bon marché. Le rare témoignage d'un notable du Württemberg, dans le sud-ouest de l'Allemagne, le pasteur Gottlieb Mittelberger, a permis aux historiens de connaître le sort réservé à ces migrants. En 1750, l'église luthérienne lui propose d'accompagner la livraison d'un orgue à l'église de New Providence, en Pennsylvanie. C'est l'occasion de découvrir cette terre de tolérance qu'il a entendu vanter dans tant de récits. Mais dans un livre, il révèle la sinistre réalité qu'il découvre.
Il y a à bord de ces navires de terribles misères. Des puanteurs, des vomissements, de la fièvre, de la dysenterie, des furoncles, du scorbut. Tout cela est dû à des aliments avariés et à une eau fétide. Les poux abondent de manière effrayante et beaucoup de passagers meurent dans des conditions misérables. Les pleurs et les lamentations se poursuivent nuit et jour, au point de faire saigner le cœur des plus endurcis. On se maudit les uns les autres. Certains en viennent à s'entretuer. Les enfants survivent rarement au voyage. Et bien souvent, les parents sont obligés de les voir jetés à l'eau. Je suis moi-même tombé gravement malade. Je sais parfaitement ce que ces pauvres gens ressentent. Lorsque je fus rétabli, j'essayais tant bien que mal de les réconforter par mes prières. Au bout de ce long et fastidieux voyage, la vue de la terre nous a redonné espoir. Certains pleuraient de joie et chantaient en louant Dieu. Hélas, ils n'étaient pas au bout de leur peine. C'est un témoignage qui est d'autant plus intéressant que Mittelberger est un personnage aisé. La grande majorité des migrants sont des gens de très modeste origine qui n'écrivent pas. Lui, il est capable d'écrire, de raconter son histoire. Pour s'assurer de la loyauté des migrants germanophones envers la couronne britannique, les autorités imposent aux nouveaux arrivants de prêter serment au roi d'Angleterre. C'est à Philadelphie, dans l'ancienne cour de justice où avait lieu cette cérémonie, que l'historienne Annick Foucrier a retrouvé les archives qui permettent de retracer leur parcours. C'est là, dans cette salle, avec l'estrade, que se trouvent des immigrants qui sont debout pour prêter ce serment de façon solennelle devant des autorités de la province. Nous, habitants du Palatinat et des régions du Rhin, ayant voyagé avec nos familles jusque dans la province de Pennsylvanie, dans l'espoir d'y trouver une vie paisible, nous nous engageons solennellement à être fidèles à Sa Majesté le roi George II et à ses successeurs, rois de Grande-Bretagne. Après avoir prêté le serment de loyauté, les hommes sont de nouveau emmenés sur le navire et là, ils établissent une ship list de ces passagers où chacun signe. Et par exemple, on peut retrouver la signature de Gottlieb Mittelberger. Ceux qui ont pu payer leur passage peuvent partir. Mais le plus grand nombre ont été obligés de s'endetter pour pouvoir prendre le bateau. Et à ce moment-là, le capitaine du navire fait passer des annonces dans les journaux, les cloches sonnent et ceux qui souhaitent trouver des employés, des travailleurs, vont pouvoir dresser des contrats. Libre de partir, Gottlieb Mittelberger observe avec effroi le sort funeste qui est réservé à ses malheureux compagnons de voyage. C'est alors que commence le trafic d'âmes humaines. Des Anglais, des Hollandais et des Allemands de haut rang montent à bord du navire et choisissent parmi les personnes en bonne santé celles qu'ils jugent convenables pour leur commerce. Les adultes s'engagent à servir 4, 5 ou 6 ans. Les très jeunes doivent servir jusqu'à l'âge de 21 ans. Beaucoup de parents doivent vendre leurs enfants comme autant de têtes de bétail en échange de leurs dettes. Après avoir quitté le navire, ils ne se reverront pas pendant de nombreuses années, parfois plus de toute leur vie. C'est ce que l'on appelle le système des redemptioners, c'est-à-dire de rachat de dettes. Tous ces migrants qui n'ont pas pu payer eux-mêmes leur voyage ont fait un emprunt auprès du capitaine, auprès de marchands. Ils doivent donc le rembourser par leur travail. Et on a des registres qui sont tout à fait passionnants parce qu'on voit les noms des personnes avec le nombre d'années pour lesquelles ils se sont engagés.
La majorité des migrants européens en Amérique sont soumis à ce système de servitude par contrat. Ils sont ainsi plus de 200 000, la plupart ayant moins de 25 ans, à être à la merci d'un maître qui peut les battre et les revendre quand bon lui semble. Les mauvaises conditions de vie font que beaucoup meurent avant même la fin de leur contrat. Gottlieb est décidé à lever le voile sur les mythes que colportent ce qu'il nomme les New Landers. Le terme lui-même, New Land, ça veut dire ceux qui reviennent des terres nouvelles, c'est-à-dire en fait ceux qui reviennent d'Amérique. Alors c'est un peu l'oncle d'Amérique, c'est-à-dire celui qui a réussi et qui vient montrer tout ce que sa réussite lui a apporté. Et de l'autre côté, il y a des populations beaucoup plus modestes et qui se disent « pourquoi pas moi ?» Mais la réalité que décrit Gottlieb est tout autre. Non seulement les conditions de vie de ses compatriotes sont déplorables, mais pire encore, ils se détournent de la foi et succombent aux tentations. Décidé à ne plus laisser berner des paysans trop naïfs, Gottlieb retourne dans sa terre natale. Lorsque mes compatriotes ont appris que j'étais sur le point de retourner dans le Württemberg, nombre d'entre eux m'implorèrent de faire connaître leur vie misérable, afin que non seulement les gens du peuple, mais aussi les princes et les seigneurs, apprennent ce qui leur est arrivé, et qu'ils empêchent d'autres âmes innocentes de quitter leur patrie. J'ai juré devant le Seigneur Tout-Puissant de révéler la vérité au peuple allemand. À son retour, le duc de Württemberg encourage Gottlieb à publier le récit de son voyage, afin que ses sujets ne cèdent plus aux belles promesses des recruteurs. En 1754, il retourne dans les pays rhénans, dans le Württemberg, et en écrivant ce livre qui est destiné à dissuader les immigrants, il vise aussi à, disons, s'attirer les bonnes grâces du duc de Württemberg. Parce que pour les autorités du Württemberg, c'était un problème. Toutes ces personnes qui partent, ça fait évidemment moins de main-d'œuvre et ça fait donc augmenter le coût de la main-d'œuvre. C'est un témoignage donc très fort, qui a été très utilisé par les historiens, mais et qu'il faut aussi nuancer, dans la mesure où il s'agit de dissuader les immigrants de partir vers le continent américain. Le livre de Gottlieb Mittelberger ne rencontre que peu d'écho. La plupart des migrants n'ont pas accès à ce genre d'ouvrage, et les récits enjolivés des agents recruteurs restent plus nombreux et plus attrayants. Les historiens estiment qu'à la même époque, environ 7000 migrants germanophones partent chaque année pour Philadelphie. Le 4 juillet 1776, les 13 colonies d'Amérique du Nord déclarent leur indépendance et affirment comme une évidence que tous les hommes sont créés égaux. L'Angleterre ne l'entend pas de cette oreille. La guerre est déclarée. Les indépendantistes américains vont chercher de l'aide auprès de la France, la principale rivale de l'Angleterre. Le roi Louis XVI envoie des renforts militaires. La France, tout comme l'Angleterre, vont chercher à recruter dans les régions rhénanes, qui possèdent alors des régiments sous-utilisés. Des dizaines de milliers d'hommes sont enrôlés. Si l'Angleterre puise davantage à l'est, dans la région de Hesse, la France privilégie la région du Rhin, plus proche de ses frontières. Généreux en eau de vie et en belles promesses, ces sergents recruteurs sillonnent les villages. C'est dans le comté palatin de Deux-Ponts, à côté de l'Alsace, qu'est né Daniel Flore. Il a 20 ans. Son père, paysan, est mort lorsqu'il était enfant. Et Daniel ne sait que faire de son avenir. En juin 1776, il découvre placardé sur les murs de son village un appel d'un régiment d'infanterie français. La brillante jeunesse qui voudra prendre parti pour 8 ans dans le régiment de Royal Deux-Ponts
pourra s'adresser au capitaine de compagnie qui leur donnera de bons engagements et les termes du contrat. Ils jouiront de cet avantage qu'ils seront instruits gratis, tant en apprenant à faire des armes qu'en apprenant à danser et à écrire. Cette affiche date de la fin de la période de l'Ancien Régime, donc des années 1770-1780. Et c'est une affiche qui incite au recrutement de jeunes gens. On les incite à s'engager pour 4 ou 8 ans au service de ce régiment du Royal de Pont. Et la manière dont l'apprentissage du maniement des armes est associé à l'apprentissage de la danse et de l'écriture peut a priori surprendre, mais c'était dans la culture nobiliaire. Les jeunes nobles se formaient dans des académies nobiliaires à la danse et au combat. Voilà. Donc il y a dans cette affiche une volonté de mettre en lumière des éléments d'une possible ascension sociale et d'une certaine manière aussi de stabilité. C'est-à-dire que pendant 4 ou 8 ans, on savait qu'on serait nourri, on n'avait pas à se soucier de son existence matérielle et on pouvait espérer avoir une position sociale supérieure à celle que l'on occupait avant de s'engager. Daniel Flor n'hésite pas une seconde. Cette affiche lui ouvre les portes d'un avenir prometteur. Il ne le sait pas encore, mais il va bientôt découvrir son futur pays d'adoption. Il intègre le régiment du Royal de Pont et participe à la guerre d'indépendance américaine. Il en fera le récit dans un manuscrit, qui est l'un des rares témoignages sur cette guerre, du point de vue d'un simple soldat. Le journal de Flor, que j'ai la chance d'avoir sous les yeux, est en effet un document singulier, qu'on a longtemps présenté comme un récit de voyage. Mais il s'agit de l'aventure qu'il a vécue au sein d'un régiment. Et en travaillant sur le manuscrit, on a fait l'hypothèse que ici, on pouvait avoir une sorte d'autoportrait de Flor. Un homme à cheval portant une épée, une veste bleue, bref, tous les éléments qui ressemblent à l'uniforme du Royal de Pont. Et Flor relate dans son journal un certain nombre de situations militaires violentes auxquelles il a pu être confronté pendant la guerre et évoque la bataille de Yorktown. Lorsque nous sommes arrivés à Yorktown, nous avons entamé notre travail de retranchement. Et à peine avions-nous commencé que les boulets de canon pleuvaient sur nous. Cette nuit-là, il n'y a pas eu un demi-quart d'heure de silence. Le feu était si nourri qu'il faisait aussi clair que le jour. Mes compagnons hurlaient qu'on leur vienne en aide, tombaient les uns après les autres, comme des flocons de neige. J'ai cru que le jugement dernier était arrivé. La bataille de Yorktown marque la victoire des forces franco-américaines contre l'armée britannique et met fin à la guerre d'indépendance. Certains la surnomment la bataille allemande, car un tiers des soldats engagés étaient en réalité germanophones. Daniel en sort sain et sauf. Son régiment est démobilisé, et au cours d'une longue marche loin des conflits, il découvre un monde qu'il ne soupçonnait pas. Une chose qui m'a étonné, c'est qu'ici on ne voit pas d'hommes blancs travailler. Tous leurs travaux sont faits par les Noirs. Il y a des domaines que l'on nomme plantations, et les gens qui y habitent sont appelés gentlemen. Ils semblent tous riches et aisés, et sont habillés comme des gentilshommes tous les jours de la semaine. Indifférent au sort des esclaves africains, Daniel y voit surtout l'occasion de s'épargner le dur labeur des champs que pratiquait son père. Il est d'autant plus sous le charme du Nouveau Monde que l'on peut même y rencontrer des compatriotes. Il y a eu de fabuleuses scènes de retrouvailles. Le tiers du régiment a pu embrasser un père, un frère ou une sœur qu'ils n'avaient plus vu depuis des années. Ils se demandaient comment allaient les choses dans leur patrie et si leurs amis étaient encore en vie.
À les entendre parler la langue de mon père, j'ai cru être arrivé chez moi. Une fois démobilisé, Daniel retourne en Europe. Mais il garde l'Amérique dans son cœur. Quelques années plus tard, il retraverse l'Atlantique et fonde un foyer en Virginie. Bien loin de son pays d'origine, il devient propriétaire d'un large terrain, comme il en rêvait, et finira ses jours comme pasteur, prêchant l'amour de son prochain. Sur les quelques 30 000 soldats germanophones, 12 000 ne reviendront pas chez eux. Soit parce qu'ils n'ont pas survécu à la guerre, soit parce qu'ils ont choisi, comme Daniel Flor, de s'installer définitivement en Amérique. Désormais émancipés de la tutelle anglaise, les États-Unis d'Amérique s'imposent comme une puissance économique. Dans la région de Pittsburgh notamment, la sidérurgie connaît un essor sans précédent. Pour exploiter les mines de charbon et de minerais de fer, pour faire tourner les hauts fourneaux, il faut toujours plus d'hommes. Pour les attirer, les industriels augmentent les salaires et la ville agit comme un aimant pour les ouvriers européens. Après les familles de paysans et les jeunes soldats des époques précédentes, en cette fin de XVIIIe siècle, ce sont maintenant les ouvriers qualifiés qui quittent les régions rhénanes pour prendre part à la révolution industrielle américaine. C'est le cas de Georges Anschutz. Cet Alsacien d'adoption, né dans la vallée de la Sarre, est directeur adjoint des mines de fer de la célèbre dynastie industrielle de Dietrich. Pourtant, en 1791, il décide de tenter sa chance aux États-Unis, au risque de tout perdre. Une fois là-bas, il se fait recruter dans une usine, puis fonde sa propre entreprise. En une vingtaine d'années, il devient l'un des principaux producteurs d'acier de la région de Pittsburgh, inondant le marché américain de ses poêles, casseroles et autres fers à repasser. La vie d'Anschutz outre-Atlantique nous est connue par les lettres qu'il a adressées à sa famille restée en Alsace. Il met en lumière les conditions de vie tout à fait favorables qui lui ont permis de développer son activité industrielle, les niveaux de salaire, une vie sociale paisible, une vie économique tout à fait dynamique, alors qu'en contrepoint, on sait que cette période, les années 1815, 1817, 1818, ont été particulièrement éprouvantes pour les populations, notamment d'Alsace. L'Alsace fait partie de ces régions rhénanes dévastées par les guerres napoléoniennes du début du XIXe siècle. Les réquisitions, les blocus et l'occupation des troupes ont largement miné son économie. Le succès de Georges apparaît comme une opportunité à saisir. Des dizaines de familles qui travaillent pour les Dietrich décident à leur tour de partir pour Pittsburgh, à commencer par son frère. Ouvrier des forges, Pierre Anschutz a perdu son emploi et Georges l'invite à le rejoindre. En 1817, Pierre sollicite un passeport pour les Amériques. Mais le sous-préfet est un ami de ses patrons, la famille Dietrich. La famille Dietrich est évidemment très liée avec les institutions locales et cette notabilité alsacienne fait que les Dietrich essaient à ce moment-là d'obtenir des interdictions de voir leurs salariés, leurs ouvriers quitter leur entreprise pour aller s'installer outre-Atlantique. Au début du XIXe siècle, les transformations politiques engendrées par la Révolution française ont bouleversé l'ordre établi. La liberté de circulation est désormais un principe fondamental, affirmé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais si le départ des populations pauvres ou considérées comme indésirables est permis, voire encouragé, les autorités françaises s'opposent fermement au départ des ouvriers qualifiés. Ils craignent que cette émigration favorise l'essor économique des colonies au détriment de la France.
C'est pourquoi le préfet du Bas-Rhin n'hésite pas à demander au ministre de la Police d'annuler la demande de passeport de Pierre Anschutz. Le 14 mars 1818, le ministre lui répond. Je n'ignore pas combien en général ces émigrations ont eu jusqu'à présent de résultats défavorables. Mais dans l'état actuel de notre législation, l'autorité n'a pas le droit de les interdire formellement. Elle ne peut employer à cet égard que la voie de la persuasion. La position particulière du sieur Anschutz paraît d'ailleurs justifier sa demande. Il vient d'être privé de l'emploi qui lui servait à soutenir sa famille, et il annonce avoir en Amérique un frère auprès duquel il est probable qu'il trouvera du travail et des secours. Je ne vois aucun inconvénient à ce que l'autorisation qu'il demande lui soit accordée. On est là dans une lecture tout à fait libérale de l'économie. Donc la loi ne permet absolument pas d'interdire à un individu de quitter le territoire au prétexte qu'il emporterait avec lui le savoir-faire qu'il a pu acquérir dans une entreprise du territoire français. Pierre Anschutz peut finalement rejoindre son frère Georges en Pennsylvanie. Peu à peu, des charpentiers, des menuisiers, des souffleurs qui travaillaient dans les usines Dietrich suivent les pas de la famille Anschutz. Des milliers d'ouvriers qualifiés migrent pour participer à la révolution industrielle américaine. Pittsburgh devient la ville de l'acier et la principale destination des populations germanophones venues de Rhénanie, de Hesse et de Souabe. Ils vont marquer la ville de leur empreinte. Et encore aujourd'hui, l'un de ces quartiers est surnommé Deutschtown, la ville des Allemands. Au début du 19e siècle, dans le sillage des populations rhénanes, d'autres régions germanophones viennent nourrir les départs. Près de 200 000 migrants se rendent en majorité vers les États-Unis. C'est le début des migrations de masse. Et une nouvelle destination pleine de promesses va s'offrir à eux. Le Brésil. En 1808, João VI, le roi du Portugal, et sa cour ont fui devant l'invasion des troupes napoléoniennes. Ils se sont exilés à Rio de Janeiro, qui devient la capitale du Royaume-Uni du Portugal et du Brésil. Régnant désormais depuis sa plus riche colonie, le monarque entend faire fructifier l'immensité de ce territoire. Mais il a signé un traité d'alliance avec l'Angleterre, qui lui impose comme condition d'abolir l'esclavage. Or, les esclaves africains constituent depuis 2 siècles l'essentiel de la main-d'œuvre du Brésil. Un entrepreneur malicieux, un certain Sébastien Nicolas Gachet, va apporter au monarque portugais une solution toute faite: faire venir des travailleurs européens au Brésil. Sébastien Gachet rêvait de faire carrière dans l'armée, mais le destin l'a affublé d'une bosse. Ambitieux et déterminé, il parvient malgré tout à se frayer un chemin dans les salons de l'aristocratie. Au cours d'une réception mondaine, il fait la connaissance de l'ambassadeur du Portugal. Il lui raconte qu'il connaît bien le Brésil, pour y avoir monté une affaire de bois précieux. Il convainc l'ambassadeur d'y faire venir ses compatriotes suisses, dont il vante le caractère laborieux. Sébastien adresse immédiatement une lettre au gouvernement de Fribourg pour obtenir également leur appui. Messeigneurs, l'ambassadeur du Portugal a adressé pour moi des recommandations pressantes à son gouvernement. Je viens vous prier de bien vouloir m'accorder les vôtres. Quels que puissent être les résultats, ce dont je peux vous assurer, c'est de coopérer sans cesse à l'accroissement de l'estime que se sont acquis les Suisses à l'étranger. Les notables de Fribourg voient dans la proposition de Gachet l'occasion de soulager la misère des campagnes. Car en 1817, la Suisse, comme toute la région rhénane, traverse une période de grande famine après avoir connu une année sans été. Un phénomène climatique provoqué par l'éruption d'un volcan
à des milliers de kilomètres de là. En 1815, le volcan Tambora entre en éruption sur l'île indonésienne de Sumbawa. C'est l'une des 5 plus importantes éruptions volcaniques de la première moitié du XIXe siècle. Et elle aura des conséquences majeures sur le climat mondial. En Europe, cela se traduit par une longue période de froid, au cours de laquelle les récoltes disparaissent presque totalement dans certaines régions, notamment entre 1816 et 1817. La Suisse, le Wurtemberg et l'Alsace figurent parmi les zones les plus touchées. On peut donc établir ici un lien direct entre ce phénomène climatique et l'histoire des migrations. Sébastien Gachet tire profit de cette catastrophe climatique et obtient 4 000 francs de la part des notables suisses pour financer le transport des migrants au Brésil. Il signe ensuite un accord avec la couronne portugaise, qui s'engage aussi à payer le voyage ainsi qu'à fournir des terres. La colonie se nommera Nova Friburgo, la Nouvelle Fribourg. Un contrat de 24 clauses a été rédigé, stipulant que le gouvernement portugais soutiendrait cette immigration en fournissant des terres, des semences, des outils et des subventions. Il était prévu dès le départ qu'il y ait non seulement des colons, des agriculteurs et des artisans, mais aussi des personnes qui serviraient comme soldats au Brésil. Le contrat parlait de 100 familles, mais il y en a beaucoup plus qui sont arrivés. Au lieu des 800 personnes prévues, ils se sont retrouvés à plus de 2000. Il y avait donc une énorme demande pour quitter l'Europe. Et Gachet va faire le lien entre cette vague d'émigration de l'Europe et le Brésil qui recherchait des migrants. Pour chaque migrant, Sébastien touche une jolie somme. Mais les embarcations ne sont pas prévues pour un si grand nombre de voyageurs. Les passagers sont entassés avec leurs bagages, comme des marchandises. Pire encore, pour éviter de dépenser son gain en eau potable, Sébastien Gachet leur a fourni une eau insalubre. Huit navires partent des Pays-Bas et arrivent au Brésil en 1819 pour former la colonie. Sur les 2000 personnes qui ont quitté les ports néerlandais, environ 1600 sont arrivés à Rio. Beaucoup sont morts au cours du voyage. Rien que sur Urania, qui était le plus gros navire, il y a eu 100 décès. Lorsque les bateaux arrivent dans la baie de Rio de Janeiro, en novembre 1819, un accueil chaleureux leur est fait. Pour la première fois de leur vie, les Suisses goûtent aux oranges et aux bananes, et à la cachaça, l'alcool de canne à sucre. Mais le répit est bref. Livrés à eux-mêmes, ils doivent traverser les 180 km qui séparent Rio de Janeiro de Nova Friburgo, à pied, avec leurs bagages, en pleine saison des pluies. Les charrettes s'embourbent, les bêtes glissent dans la boue. Dans toutes les localités où ils passent, les habitants les aident et leur prêtent des mules pour gravir la montagne. À l'arrivée, les Suisses comprennent que le calvaire ne fait que commencer. Ils sont 1682 personnes, parquées dans des baraquements prévus pour 800. Ils sont quasiment livrés à eux-mêmes, et le matériel agricole fait défaut. Bientôt, des épidémies se déclarent. En 16 mois, 123 migrants meurent. Dès la première année, des migrants ont commencé à s'enfuir. Beaucoup sont morts ou sont tombés malades, et la corruption et une mauvaise gestion ont nui au développement de la colonie. De nombreuses familles ont quitté les lieux et sont parties pour Rio ou ailleurs. Une grande partie des fonds alloués par le gouvernement, plusieurs centaines de milliers de francs, n'ont jamais été perçus par les migrants. Et Sébastien Gachet est accusé de s'être enrichi sur leur dos. Une enquête est bientôt ordonnée. Sébastien tente de se défendre, mais il finit ostracisé et misérable. La première colonie de peuplement brésilienne est un échec, mais l'idée n'est pas abandonnée. En 1822, le Brésil déclare son indépendance.
Et José Bonifacio, un des conseillers du jeune empereur Dom Pedro, lui suggère de faire venir d'autres Européens, en particulier des Allemands, pour exploiter les terres vierges du Sud. Il estime que leurs compétences industrielles et agricoles permettront de civiliser les nations autochtones qu'il nomme les sauvages et aideront également à sécuriser les frontières du pays. C'est ainsi qu'est fondé San Leopoldo, le 25 juillet 1824. Bonifacio fait venir des artisans, des agriculteurs et des soldats pour former une colonie à la fois militaire et rurale. En quelques années, c'est plus de 11 000 Allemands qui viendront s'y installer. Une histoire que Rodrigo Trespar connaît bien. Je suis le descendant d'immigrants allemands arrivés au Brésil en 1825. Ils venaient de villages proches de Francfort-sur-le-Main, qui appartenaient alors au Grand-Duché de Hesse. Mon ancêtre, Friedrich Dresbar, était charpentier. Il est venu avec sa femme, 5 enfants mineurs et 2 déjà adultes. Bien qu'ils défendent le pays et fassent fructifier la terre, les migrants allemands à qui les autorités locales avaient promis la naturalisation ne seront jamais considérés comme de véritables Brésiliens. Le gouvernement craint qu'ils restent trop attachés à leur pays d'origine et qu'ils forment des enclaves sous influence étrangère. La plupart d'entre eux n'ont pas été naturalisés dans les premiers temps. C'est le cas de mon ancêtre. Il est venu ici, il a servi 4 ans dans l'armée brésilienne sans aucune reconnaissance. On ne lui a pas donné la citoyenneté brésilienne. Beaucoup de ces immigrés ne pouvaient pas participer activement à la vie politique du pays. C'est aussi ce qui rend l'adaptation difficile, le fait que vous soyez considéré comme un étranger et pas comme un ressortissant national. Malgré leur mise à l'écart, la plupart des migrants allemands s'installent définitivement au Brésil. Ils développent leurs propres écoles, leur propre presse, parlent le dialecte germanique de leur région, et ils n'ont parfois pas la moindre notion de portugais. Ils demeurent tout au long du XIXe siècle, tiraillés entre l'attachement à leur pays d'origine et l'envie d'appartenir à cette terre d'accueil. Aux États-Unis, la population de ceux que l'on désigne désormais indistinctement comme « The Germans » atteint plus de 500 000 personnes. Leur présence, plus ancienne et plus massive qu'au Brésil, les conduit à revendiquer leur appartenance à la nation américaine. Ils refusent la servitude par contrat, qui les a maintenus durant des décennies dans une condition proche de l'esclavage. Ils exigent d'être reconnus comme des citoyens à part entière. Une affaire qui a défrayé la chronique va être pour eux l'occasion de se faire entendre. C'est le procès de la jeune Sally Miller contre Louis Belmonte et John Miller à la Nouvelle-Orléans en 1844. Sally Miller accuse ses propriétaires de l'avoir réduite en esclavage, comme une Africaine. Elle prétend à la barre qu'elle est en réalité une fille de migrants allemands et se nommerait Salomé Müller. Ce document que j'ai sous les yeux, c'est les minutes d'un procès du milieu du XIXe siècle devant la Cour suprême de l'État de la Louisiane. Et en fait, ce document suit le parcours d'une petite fille qui s'appelle Salomé Müller. Et on apprend par le biais de ce document l'histoire de l'émigration de sa famille. Votre honneur, moi, Sally Miller, née Salomé Müller, une femme blanche résidant dans la ville de Lafayette, affirme que je suis née de parents bavarois qui ont émigré dans ce pays vers l'année 1817. Ma mère étant morte pendant le voyage, mon père, mon frère, ma sœur et moi, qui n'avaient alors guère plus de 3 ans, ont été vendus à un certain John Miller. Mon père est mort avant que nous n'arrivions à destination. Tous ces faits, je les ai appris par la suite, car j'étais alors trop jeune pour qu'ils soient profondément gravés dans ma mémoire. Ils arrivent à la Nouvelle-Orléans en 1818, sachant qu'ils sont dans une situation très particulière, qui s'appelle celle des rédemptionnistes, c'est-à-dire des migrants qui vont devoir trouver des personnes sur place pour racheter en quelque sorte le coût de leur traversée.
En fait, ils sont mis aux enchères, d'une certaine manière, un peu comme les esclaves africains pouvaient l'être à l'époque à la Nouvelle-Orléans, qui est le plus grand marché d'esclaves au XIXe siècle aux États-Unis. J'ai été privée de mes droits, et entièrement sous le pouvoir de ce Miller. Celui-ci, en violation de toutes les lois humaines et divines, m'a convertie en esclave, et à ce titre, m'a contrainte pendant une longue période à effectuer tous les travaux, toutes les tâches et tous les services que les esclaves sont tenus d'accomplir, me réduisant à tous égards à la condition de cette classe dégradée. L'affaire est lancée par Madame Karl Ruff, une Allemande de la Nouvelle-Orléans. Elle est persuadée de reconnaître Salomé Müller dans un café de la ville, où elle travaille comme serveuse. Elle se fait maintenant appeler Sally Miller, et elle est traitée comme une esclave métisse à la peau blanche. Scandalisée, Madame Ruff alerte la communauté germanophone de Louisiane et convainc Sally Miller de poursuivre en justice ses propriétaires. Ils parviennent à ce que Sally Miller, en fait, produise une pétition avec le soutien d'avocats locaux qui va donner lieu à une série de procès jusqu'à la Cour suprême de l'État de Louisiane où Sally Miller poursuit son propriétaire et son propriétaire précédent en les accusant de l'avoir à tort, illégalement et aussi immoralement réduite en esclavage, traitée comme une esclave noire alors qu'elle serait une femme blanche d'origine européenne et donc selon les standards de l'époque, elle devrait être considérée comme libre. L'enjeu majeur de ce procès, c'est évidemment toute la question du statut racial et en particulier du statut des femmes, qui est absolument central dans la définition de l'esclavage racial à l'époque. Les femmes blanches sont un symbole absolu de pureté qui doivent à tout prix être protégées, et donc le cas de Sally Miller est une espèce d'hérésie un petit peu pour les Louisianais et pour les Américains de l'époque, parce que cela suggère qu'en fait cette séparation entre blanc et noir n'est pas absolue, mais qu'on pourrait être mépris comme un noir alors qu'on est un blanc ou vice-versa. Et donc ça cause beaucoup d'anxiété dans ce système esclavagiste qui repose sur une séparation nette et claire des races pour maintenir évidemment l'exploitation des esclaves d'origine africaine. Mais son cas n'est pas du tout unique. En fait, on a à l'époque beaucoup de personnes à la peau claire qui sont esclaves simplement parce que ils ont une partie de leur origine qui vient d'Afrique. D'autres affaires similaires vont choquer l'opinion publique américaine, comme celle de Rebecca, Charlie et Rosa, des enfants à la peau blanche et de mères métisses qui sont nés esclaves. Ce n'est pas l'esclavage en soi qui est alors considéré comme intolérable, mais c'est le fait que des personnes blanches puissent être assimilées à des esclaves noirs. Pour la communauté germanophone, qui connaît depuis des décennies le statut de servitude par contrat, ce procès est une manière d'affirmer qu'ils refusent d'être traités comme des esclaves africains, qu'ils ne sont la propriété de personne, et qu'ils entendent désormais être reconnus comme de véritables citoyens américains. Mais tout bascule lorsque les propriétaires de Sally Miller affirment avoir des documents qui prouvent que Sally a menti. Elle ne serait pas celle qu'elle prétend. Elle serait née esclave de mère africaine et achetée en Alabama. Le doute s'installe dans l'audience. Mais cela ne suffit pas à décourager ses soutiens. Pour la communauté germanophone de la Nouvelle-Orléans, il s'agit de défendre celle qu'ils considèrent désormais comme l'une des leurs. Face à une telle mobilisation, la Cour finit par conclure que Sally Miller a bien tous les attributs d'une femme blanche. Elle doit donc être libérée. C'est une victoire pour la communauté germanophone, qui, à travers cette affaire, impose sa place au sein de la société américaine. La communauté germanophone des États-Unis ne cesse de croître. Et en 1846, elle va connaître un essor sans précédent, avec l'arrivée massive de migrants qui fuient l'une des plus grandes famines de l'histoire européenne. En 1846,
une nouvelle crise alimentaire mondiale éclate en raison du mildiou de la pomme de terre, un champignon originaire d'Amérique. Celui-ci frappe particulièrement l'Irlande, mais aussi l'Europe continentale, où les champs de pommes de terre, vastes et rapprochés, favorisent sa propagation rapide. Les champs de pommes de terre, qui constituent la base de l'alimentation des paysans, sont dévastés. L'Irlande est le pays le plus affecté. La famine tue 1 million de personnes et plus du double migrent vers les Amériques. La maladie se répand dans les régions germanophones, provoquant là aussi un mouvement massif de population. Des centaines de milliers de paysans sont contraints de fuir leurs terres. Parmi eux, Matthias Scholzen, originaire de la Rhénanie prussienne. Matthias a vendu ses terres pour rejoindre avec sa femme et ses filles la ville de Dunkerque, d'où il compte partir pour Rio de Janeiro au Brésil. Un agent recruteur lui a vendu un pays aux terres immenses, où sa fortune serait rapidement bâtie, loin de la misère et de la famine. Quand il arrive à Dunkerque, il comprend qu'il s'est fait escroquer. Aucun navire ne l'attend, et le passage vers le Brésil coûte 300 francs, l'équivalent d'1 an de salaire. Comme d'autres migrants allemands, Matthias se retrouve sans le sou, bloqué sur le port de Dunkerque. Monsieur O'Hagen, professeur d'allemand, va s'émouvoir du sort des réfugiés allemands. Il décide de leur servir d'interprète, se démène pour organiser des collectes de dons et lance dans la presse le 17 juillet 1846 un appel aux autorités. 127 familles d'émigrants allemands qui sont en ce moment à Dunkerque se trouvent dans la plus affreuse misère. On les voit errer dans les rues, demandant d'un air suppliant la charité. On en a vu quelques-uns chercher autour des égouts un soulagement à la faim qui les dévore. D'autres ont été trouvés demi-morts d'inanition dans la rue. J'ai confiance qu'on ne les laissera pas souffrir plus longtemps, mais qu'on s'empressera de leur donner des marques de cet intérêt fraternel qui doit unir tous les hommes, à quelque pays qu'ils appartiennent. L'affaire est discutée à Paris en Conseil des ministres. Pour éviter que la situation ne dégénère, le ministre de la Guerre, de concert avec le ministre de l'Intérieur, décide d'envoyer ces réfugiés prussiens en Algérie. Les dispositions ont été prises pour qu'une fois sur place, ils travaillent comme ouvriers ou comme exploitants agricoles, afin de faire prospérer cette toute récente colonie française. Matthias Scholzen embarque le 23 août 1846, à destination du port de Mers el-Kébir, dans un pays dont il ne connaît rien, et dont la conquête, initiée en 1830, est loin d'être achevée. La conquête du pourtour des environs immédiats d'Alger se fait très très rapidement et la ville tombe au bout d'1 mois, ce qui ne permet pas une maîtrise de toute l'Algérie, loin s'en faut, puisque les tribus s'organisent, se trouvent des chefs, réagissent, et puis les effectifs militaires français sont assez réduits. Donc pendant une bonne dizaine d'années, la maîtrise du territoire de l'Algérie va se résumer à la ville d'Alger et à ses pourtours immédiats. La résistance des Algériens est d'abord très vive et très massive et pose de sérieux problèmes à l'armée française qui va être obligée dans les années 1840 de mobiliser jusqu'à 100 000 hommes pour en venir à bout. Donc ça va beaucoup compter aussi dans la localisation des premiers périmètres de colonisation. Ce seront des périmètres toujours en arrière de l'avancée des troupes militaires françaises. Au début des années 1840, c'est le général Bugeaud qui est chargé de mater la résistance algérienne menée par l'émir Abdelkader. Il pratique une politique de la terre brûlée, incendiant les villages et les récoltes, enfumant les grottes où se réfugient les Algériens. Il préconise ensuite une colonisation du territoire par des militaires, des soldats laboureurs. Et il voit d'un mauvais œil l'arrivée en 1846 de ces réfugiés du royaume de Prusse qu'il considère trop chétifs et incapables de se défendre. Il écrit un rapport au ministre de la Guerre. Vous savez, monsieur le ministre, que je n'avais vu arriver les Prussiens qu'avec une extrême répugnance.
Je présumais bien que, puisqu'on n'avait pas voulu les embarquer pour l'Amérique, les familles étaient mal composées et surtout fort misérables. Hélas, mes suppositions étaient encore bien loin de la réalité. Je ne puis vous exprimer le sentiment pénible que j'ai éprouvé en voyant ces malheureux. Ah, je vous en conjure, monsieur le ministre, dans l'intérêt de la France et de la colonie, qu'il ne soit plus envoyé de ces convois en masse de familles d'outre-Rhin, admises sans examen préalable et rigoureux. Après une traversée de 13 jours dans la cale d'un navire, Matthias Scholzen et ses compatriotes débarquent à Mers el-Kébir. Ils sont dépourvus de tout, et l'armée française doit leur fournir des vêtements, de la literie, des ustensiles et des médicaments. Ils sont conduits à Lastidia, un village à la frontière de la zone militaire, à l'avant-poste de la conquête coloniale. Du moment qu'ils arrivent sur place, les Prussiens, comme les surnomme l'armée française, ne sont plus des réfugiés, mais des colons. Chaque famille reçoit un matricule d'identification. Dès le lendemain, ils doivent se mettre au travail et bâtir les premières baraques. C'est une terre fertile pour les Algériens qui la regrettent, qui ont été refoulés pour pouvoir laisser la place à des Européens. Mais pour des familles européennes, ce sont des pratiques agro-pastorales totalement nouvelles. Une mauvaise récolte peut très vite arriver. Vous avez des corps qui peuvent être affaiblis par le travail au soleil, par les fièvres, etc. Et ils se sentiront, pour beaucoup d'entre eux, très vite abandonnés parce que l'aide ne dure pas et n'est pas toujours suffisante pour réussir. Peu à peu, les familles de migrants sombrent dans la misère et la famine. Quand son épouse meurt d'épuisement, Matthias Scholzen décide de quitter Lastidia avec ses filles. Il espère que dans les villes voisines, leur sort finira par s'améliorer. Cette année 1848 est une date charnière dans l'histoire du monde. Elle marque à la fois le début de la ruée vers l'or en Amérique et l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. En Europe, c'est l'année du printemps des peuples, où la misère de la classe ouvrière se mue en révolte. Au gré de ces bouleversements, que ce soit aux États-Unis, en Amérique du Sud ou jusque dans les colonies d'Afrique, les migrants de langue allemande vont être sans cesse plus nombreux.